Il a gouverné le plus grand empire du monde. Et ses enfants ont grandi sans père, Marco Aurèle, 180 ans après Jésus-Christ. L'homme le plus puissant de la terre. Il existe une nuit que les historiens n'ont pas retenue. Pas parce qu'elle était insignifiante, parce qu'elle ressemblait trop à d'autres nuits, une nuit ordinaire dans le palais impérial de Rome. Marco Aurèle est assis au bord du lit de son fils. Commodus a 4 ans. Il ne comprend pas encore ce qu'est un empire. Il ne comprend pas encore ce qu'est un César. Mais il comprend que son père a les mains froides et les yeux ailleurs. Il lui attrape la main avec ses 2 petits poings. « Papa, tu reviens quand ?» Marco Aurèle n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé ce visage, ses mains qui ne lâchaient pas. Il a senti le poids de quelque chose qu'aucun titre n'avait préparé à porter. « Je reviens pour toi. » 3 mois plus tard, il était au bord du Danube, dans la boue et le sang, à des milliers de kilomètres de Rome. Si vous avez déjà promis quelque chose à quelqu'un que vous aimez et que la vie vous a empêché de tenir cette promesse, ce que Marco Aurèle a vécu ensuite vous appartient autant qu'à lui. Ceux qui regardent ce genre de vidéo jusqu'au bout ne cherchent pas une leçon de philosophie. Ils cherchent quelque chose qu'ils ne savent pas encore nommer, rester. En 166 après Jésus-Christ, les tribus germaniques traversèrent le Danube. Ce n'était pas une incursion, ce n'était pas un raid, c'était une invasion massive. Des centaines de milliers d'hommes déferlèrent sur les provinces du nord de l'Empire. Et en même temps, depuis l'Est, la peste. La grande peste antonine. Elle avait déjà tué des millions de personnes. Les légions qui revenaient du front oriental la portaient avec elles dans les villes, dans les villages, dans les familles. Rome était encerclée de l'intérieur et de l'extérieur. Marco Aurèle n'avait pas le choix, pas parce qu'on le lui imposait. Personne n'imposait quoi que ce soit à César, mais parce qu'il était le seul à pouvoir tenir l'Empire debout. C'était ça, être César, pas la couronne, pas le palais. La responsabilité totale, l'impossibilité de dire non quand des millions d'hommes dépendent de votre présence. Il rassembla ses généraux, il organisa ses affaires, il embrassa sa femme Faustine. Il regarda une dernière fois le couloir qui menait à la chambre de ses enfants, et il est parti, pas comme un homme, comme un symbole. Un symbole ne pleure pas sur le quai, un symbole ne se retourne pas. Un symbole marche vers ce qu'il doit faire, et il laisse derrière lui tout ce qui avait un prénom. Mais la nuit, dans sa tente, au bord de ce fleuve qui ne dormait jamais, le symbole prenait sa plume. Et il écrivait. 13 ans. Marco Aurèle a passé 13 ans sur le front du Danube. 13 hivers dans un froid que les Romains n'étaient pas faits pour supporter. 13 printemps à enterrer des soldats qui avaient des fils eux aussi. Des batailles qui recommençaient dès qu'on en gagnait une. Un ennemi qui se reconstituait comme l'eau qu'on essaie de retenir dans ses mains. Et pendant ce temps, à Rome, ses enfants grandissaient. Commodus apprenait à marcher sans tomber, puis à lire, puis à monter à cheval. Il a eu 10 ans, il a eu 15 ans. Il a appris à se battre, à séduire, à commander, sans que son père soit jamais là pour lui montrer la différence entre le pouvoir et l'autorité, entre la force et la sagesse. Il est devenu homme pendant que son père était une silhouette au bout d'une route de pierre. Un nom sur des lettres, un portrait sur un mur. Marco Aurèle recevait des nouvelles. Il en envoyait. Mais une lettre n'est pas une présence. Une lettre ne peut pas corriger un fils qui prend le mauvais chemin au moment où il le prend. Une lettre ne peut pas poser la main sur une épaule à 3 heures du matin, quand les questions qu'on ne pose à personne deviennent trop lourdes. La nuit, dans sa tente, Marco Aurèle écrivait dans ses carnets. Pas pour la postérité, pas pour les historiens, pas pour vous. Il écrivait pour lui, pour ne pas se perdre dans la machine de guerre qu'il était en train de devenir.
Il écrivait des choses comme « Pense à combien de médecins sont morts après avoir soigné tant de malades. Combien de généraux après avoir remporté tant de batailles. Combien de philosophes après avoir parlé si longtemps de la mort. Tout finit, tout passe. La seule question est ce que tu fais avec le temps qui te reste. » Il écrivait sur la tentation de se laisser consumer par ce qu'on ne peut pas contrôler, sur la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, sur la seule vraie liberté qui reste à un homme quand tout lui est retiré, la liberté de choisir comment il répond à ce qu'il ne peut pas changer. Ces carnets, nous les appelons aujourd'hui les pensées pour moi-même, les méditations. Ils n'ont pas été écrits pour vous, ils ont été écrits par un homme qui essayait de ne pas se noyer. Je vais m'arrêter une seconde, parce que je pourrais continuer à vous parler de Marco Aurèle comme d'un héros. C'est facile, c'est confortable. Le grand philosophe roi, l'homme qui a tenu l'Empire, le stoïcien le plus célèbre de l'histoire, l'auteur des Méditations. Mais ce serait vous mentir à moitié. La vérité que les livres d'histoire n'écrivent pas proprement, c'est que Marco Aurèle a aussi raté quelque chose d'essentiel. Et il le savait. Commodus, son fils, l'enfant qui lui serrait la main dans la nuit, est devenu l'un des empereurs les plus instables, les plus cruels, les plus désastreux de l'histoire romaine. Il a fait exécuter des sénateurs. Il s'est pris pour Hercule réincarné. Il a organisé des spectacles où il combattait lui-même dans l'arène pour prouver une puissance que personne ne lui contestait. Il a failli détruire en quelques années ce que son père avait construit au prix de 13 ans de guerre. Commodus n'était pas mauvais par nature. Commodus était le fils d'un homme qui n'avait pas eu le temps d'être son père. Ce n'est pas une accusation. C'est une réalité que Marco Aurèle lui-même a portée, en silence, jusqu'au dernier jour, parce que certaines erreurs ne se réparent pas, elles s'assument. En 177 après Jésus-Christ, Marco Aurèle est revenu à Rome, une pause dans les campagnes. Quelques mois, assez pour voir ce qu'il avait manqué. Commodus avait 16 ans. Marco Aurèle a regardé ce jeune homme qu'il n'avait pas vu grandir, ce visage qui avait les traits de quelqu'un qu'il connaissait, mais les yeux de quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Et il a cherché le petit garçon aux 2 poings serrés. Il n'était plus là. À sa place, il y avait un adolescent qui savait saluer un César, mais ne savait pas parler à un père, parce qu'il n'en avait jamais vraiment eu un à portée de main. Cette nuit-là, Marco Aurèle a écrit dans ses carnets. Il n'a pas écrit sur la culpabilité comme une plaie ouverte. Il n'a pas écrit des pages de regrets. Il a écrit sur ce qu'on peut encore faire avec ce qui reste, sur la différence entre regarder en arrière jusqu'à se paralyser et regarder en arrière juste assez pour comprendre. Mais pour la première fois depuis des années, ses propres mots sonnaient différemment. Il sonnait comme quelqu'un qui essaie de se convaincre autant que de comprendre. Ce que Marco Aurèle a ressenti cette nuit-là, aucun manuel de philosophie ne vous le dira clairement. Mais vous pouvez le deviner. Parce que c'est universel. Parce que ça n'a pas de nom précis dans aucune langue. Ce sentiment d'avoir fait tout ce qu'on était censé faire. D'avoir porté ce qu'on était censé porter. D'avoir sacrifié ce qu'on était censé sacrifier, et de découvrir que pendant ce temps, les gens qu'on aimait sont devenus des étrangers. Pas des ennemis, des étrangers. C'est pire, un ennemi au moins vous regarde, un étranger regarde à travers vous, comme si vous étiez une vitre entre lui et quelque chose qu'il ne trouvera jamais. Marco Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu. Il pouvait ordonner la mort de n'importe qui. Il pouvait conquérir des territoires entiers. Il pouvait décider du destin de millions d'hommes. Et il ne pouvait pas récupérer les années perdues avec son fils. Personne ne peut. Aucun titre. Aucune fortune. Aucune philosophie ne rembobine le temps.
Le temps ne négocie pas. Il n'a pas de tribunal. Il n'entend pas les arguments. Il avance, et ce qu'il emporte, il ne le rend pas. Cette impuissance-là, l'impuissance face à ce qu'on ne peut plus changer, c'est la douleur la plus sourde qui soit. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas, elle ronge de l'intérieur, méthodiquement, aux heures où les autres dorment. Si quelque chose dans ce que vous venez d'entendre vous a touché, pas intellectuellement, physiquement, écrivez un mot dans les commentaires, n'importe lequel. Ceux qui arrivent jusqu'ici disent toujours quelque chose. Il y a une lettre, une vraie lettre, retrouvée par les historiens que Marco Aurèle a écrite à son professeur de rhétorique, Fronton, quand Commodus était encore nourrisson. Il écrit « Je n'ai pas eu le temps de voir mon fils aujourd'hui, mais je pense à lui à chaque heure. » Une lettre écrite à un professeur, pas à sa femme, pas à son fils, à son professeur de rhétorique, parce que c'est à lui qu'il pouvait avouer ce qu'il ne pouvait avouer à personne d'autre. L'homme le plus puissant du monde ne pouvait pas montrer sa vulnérabilité à ses généraux. Il ne pouvait pas la montrer à ses conseillers, il ne pouvait pas la montrer à Faustine sans que ça devienne un poids pour elle. Alors, il l'avait envoyée à quelqu'un qui pouvait la recevoir sans en être blessé. Je pense à ça, souvent, à toutes les choses qu'on avoue aux mauvaises personnes, parce qu'on n'ose pas les avouer aux bonnes. À toutes les conversations qu'on a avec des inconnus dans des trains, parce qu'on ne les aura plus jamais. À toutes les lettres qu'on aurait dû écrire directement, à son fils, à sa sœur, à quelqu'un qui dort dans la pièce d'à côté, et qu'on envoie ailleurs, parce que l'honnêteté fait moins peur quand elle ne peut pas vous revenir en pleine figure. Marco Aurèle a gouverné un empire, et la chose la plus honnête qu'il ait jamais écrite, il l'a envoyée à quelqu'un qui n'était pas directement concerné, parce que parfois, le courage qu'on n'a pas avec ceux qui comptent, on le trouve avec ceux qui ne peuvent pas être blessés par ce qu'on dit. Marco Aurèle ne s'est pas effondré. Il aurait pu. Il avait toutes les raisons. Un fils qui lui échappait. Des années qu'on ne rattrape pas. Un empire à tenir d'une main alors que l'autre restait vide. Mais voici ce qu'il a choisi. Et ce mot a toute son importance. Choisi. Il a continué à agir sur ce qui était encore possible. Il a associé Commodus au pouvoir impérial. Pas parce qu'il croyait naïvement qu'il serait un grand empereur, peut-être qu'il savait déjà, mais parce que c'était le seul geste de père qu'il lui restait à faire. Lui transmettre quelque chose, même imparfaitement, même trop tard. Lui montrer comment on se tient face à la charge, comment on reste debout quand tout le monde vous regarde. Il a continué à écrire ses carnets, non pas pour se consoler, mais pour construire quelque chose qui pourrait traverser ce qu'il ne traverserait pas lui-même. Les stoïciens appellent ça la dichotomie du contrôle, ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Marco Aurèle n'avait pas inventé ce concept dans les livres, il l'avait vécu dans la boue du Danube, dans les nuits froides de campagne, dans le silence pesant d'un palais où son fils le regardait comme on regarde un monument, avec respect, sans intimité. Il avait compris, pas comme une idée, mais comme une cicatrice, que la liberté n'est pas l'absence d'obstacles. C'est la capacité à choisir comment on répond aux obstacles qu'on ne peut pas éviter. En 180 après Jésus-Christ, Marco Aurèle est tombé malade sur le front du Danube. Il n'est pas rentré à Rome. Il est mort là-bas, dans sa tente, au bord de ce fleuve qu'il avait défendu pendant 13 ans, à la même place où il avait écrit ses carnets des années durant, à quelques mètres de l'endroit où il avait demandé à ses dieux de lui donner la force de continuer. Avant de mourir, il a demandé à ses généraux de veiller sur Commodus, pas parce qu'il croyait encore pouvoir changer ce que Commodus était devenu, mais parce que c'était le dernier geste de père qui lui restait. Ces carnets ont survécu, ils ont traversé 18 siècles, des guerres,
des empires qui se sont effondrés, des bibliothèques qui ont brûlé, des langues qui ont disparu. Ils sont arrivés jusqu'à nous, intacts, pas parce que Marco Aurèle voulait être célèbre, pas parce qu'il avait planifié leur diffusion, mais parce qu'un homme avait écrit, seul dans une tente, au bord d'un fleuve, ce qu'il n'avait jamais pu dire à voix haute. Et ce qu'on écrit vraiment, pas pour paraître, pas pour convaincre, mais pour ne pas se perdre, finit par trouver ceux qui en avaient besoin. Vous n'êtes pas Marco Aurèle, vous ne gouvernez pas d'empire, vous ne commandez pas de légion, mais vous avez peut-être, vous aussi, des promesses que la vie vous a empêché de tenir, des présences que vous avez remplacées par des résultats, par des obligations, par des absences que vous avez appelées du sérieux. Des gens qui vous regardent aujourd'hui comme si vous étiez une silhouette au bout d'un couloir, pas parce qu'ils vous en veulent, mais parce que vous n'avez pas été là au moment où la forme de votre absence s'est gravée en eux. Marco Aurèle n'a pas trouvé la solution parfaite, il n'a pas réparé ce qui était cassé. Il a trouvé quelque chose de plus utile et de plus difficile. La capacité à continuer à agir, même quand tout ce qui comptait semblait hors de portée. Il écrivait « La perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est la joie de la nature. » Il ne l'écrivait pas pour vous convaincre, il l'écrivait pour se rappeler à lui-même que ce qui a changé n'est pas perdu, que ce qui a été abîmé n'est pas forcément mort. Que le moment présent, même le moment présent d'un homme de 58 ans, malade, au bord d'un fleuve, est encore un moment où quelque chose peut être fait. Marco Aurèle n'a pas eu le temps de tout réparer, mais il a laissé quelque chose. Pas un empire, les empires finissent, pas une statue, les statues s'effritent, pas une victoire, les victoires sont effacées par d'autres victoires. Il a laissé des pages, écrites à la lumière d'une bougie, dans le froid du Danube, par un homme qui essayait de rester lui-même. Ces pages sont encore là. La question n'est pas de savoir si vous avez fait assez. La question est de savoir ce que vous laissez, aujourd'hui, maintenant, à ceux qui vous regardent depuis l'autre bout du couloir.